Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Sophie Fay, chef du service économie à l'Obs. Bonjour Sophie. Bonjour. Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Bonjour. Bonjour. Gaspard Koenig, président du think tank libéral Génération Libre et auteur de Voyage d'un philosophe au pays des libertés, c'est aux éditions de l'Observatoire. La SNCF, les syndicats menacent de durcir la grève. Ils ont qualifié de mascarade la réunion avec la ministre des Transports. Le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout? Quelques réactions, on en débat ensuite. Un genre de chantage, comme je le disais, à la reprise de la dette. C'est soit vous acceptez ce qu'on vous propose et il y aura éventuellement reprise de la dette, soit vous n'acceptez pas et là, c'est la catastrophe pour l'entreprise. C'est pas une bonne façon de discuter. Nous avons dit qu'un certain nombre de choses n'étaient pas négociables. Nous allons ouvrir à la concurrence le domaine ferroviaire. Nous allons transformer l'organisation de l'entreprise. Nous allons mettre fin au recrutement, au statut. Ça, ce sont des décisions qui ont été prises, ce sont des axes qui sont assumés. Ce gouvernement, s'il pratique trop l'arrogance ou la forme d'un pouvoir un peu vertical qui imposerait aux citoyens la façon dont ils voient les choses, eh ben, il se plantera. Il n'y a pas de réforme qui vaille s'il n'y a pas des explications qui vont avec et s'il n'y a pas le fait d'associer ceux qui sont concernés. Les points n'ont pas été mis sur la table, j'ai l'impression. Donc forcément, il n'y a pas de solution, ils restent sur leur position et ils bloquent. Ils ont certainement le droit de faire grève, mais j'ai aussi le droit de me déplacer quelque part. Céline Verzelletti, les négociations sont-elles une mascarade ? Ah ben ça c'est clair, c'est ce que disent nos camarades les cheminots et c'est vrai que du coup on est dans l'obligation de continuer cette grève et toutes ces mobilisations, ces manifestations parce qu'il est très clair et Édouard Philippe l'a bien dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune écoute de ce gouvernement. Il veut passer en force cette réforme qui est une mauvaise réforme pour tout le monde d'ailleurs, pour les usagers aussi et pour les salariés bien évidemment aussi. Et je veux dire que je pense que c'est pas de deux manières d'entrer une réforme qui passe en force ne peut pas être une bonne réforme. Ce que vous voulez, c'est le retrait du projet. Ah bien sûr, le retrait du projet. Et après, nous, on a quand même beaucoup de propositions et partir sur des propositions et discuter ensemble, mais ne pas partir avec des préalables tels qu'ils nous les imposent, parce qu'autrement, en tout cas, on ne peut pas parler de concertation ni de négociation dans ces cas-là avec de tels préalables. Gaspard Koenig, la réforme est-elle indispensable? Je voudrais juste dire quand même en introduction qu'il y a 13 000 conducteurs de train aujourd'hui, si les chiffres sont corrects. Il y a 10 000 chauffeurs VTC qui ont été mis à la rue après le passage de la loi Grand-Guillaume, qui aujourd'hui ne peuvent plus exercer leur profession et qui n'ont plus de revenus. Et ceux-là, il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a pas la CGT, il n'y a pas la CFDT, alors que là, c'est des gens, c'est pas qu'ils ont changé leur statut, c'est qu'ils n'ont plus de travail. Et je trouve qu'on défend toujours un peu les mêmes. Non, mais et que là, les prolétaires du 21e siècle, c'est pas les cheminots. Ceux qui ont un travail dur dans les transports, c'est pas les cheminots, c'est les chauffeurs VTC. Non mais monsieur, est-ce que vous connaissez le travail des cheminots? Est-ce que vous connaissez les horaires des cheminots? Ils travaillent la nuit, ils travaillent le dimanche, ils travaillent les jours fériés. Ne dites pas que c'est pas un métier difficile, parce que ça, par contre, c'est faux. Après, diviser les salariés entre eux, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous défendons tous les salariés, quels qu'ils soient. D'accord. Alors deuxièmement, ensuite, sur cette réforme elle-même. D'abord, elle n'a pas été votée par ce gouvernement. Elle a été votée il y a 4 ans par le gouvernement précédent, quand il a accepté de transcrire le paquet ferroviaire voté par l'ensemble des gouvernements, enfin en tout cas... Ah mais nous, en effet, on dit aussi qu'il a une responsabilité, en effet, le gouvernement précédent, donc je ne vois pas... Il a changé le statut de la SNCF. Donc je ne vois pas... De toute manière, c'est dans une continuité, il ne fait rien de nouveau, monsieur Macron, rien de nouveau, ça c'est clair. La France a pris des engagements européens, donc cette réforme n'est absolument pas une surprise, c'est la réforme que n'importe quel gouvernement qui est simplement assez responsable pour tenir ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux aurait prise. Donc cette manifestation, elle vient au mauvais moment, si vous vouliez... Protester, il fallait protester il y a 3 ans, quand cette réforme est passée. Non, mais attendez, aujourd'hui, c'est le projet de loi qu'on veut nous imposer via les ordonnances, donc on dit nous, non. On est quand même dans une démocratie et on est quand même un petit peu consulté, malgré tout. Même si on ne nous écoute pas, on est consulté. C'est un peu la démocratie en France, quand même. C'est normal que les organisations syndicales soient consultées. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, à minima, tout à fait. Je pense que la démocratie, d'ailleurs, marche assez mal parce que c'est un pouvoir trop vertical et que, du coup, il n'y a pas de représentation au Parlement et tout ça, mais c'est un autre sujet. Et enfin, je dirais, sur le fond de la réforme, moi, je suis tout à fait favorable à cette ouverture à la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de SNCF. Si la SNCF propose les meilleures offres, si la SNCF est la meilleure entreprise, si elle propose le meilleur service, la SNCF se verra attribuer, sans aucun problème,
les concessions ou les appels d'offres, on verra ce qui se passe sur les différentes portions, les différentes portions du territoire. Vous avez le droit d'avoir cet avis. Et nous, on a un autre avis et nous pensons à l'intérêt général d'ailleurs, surtout. Ah oui, moi je pense aussi à l'intérêt général, parce que si vous voulez, on a eu le même débat lors de l'ouverture au transport aérien. Est-ce que les gens se plaignent aujourd'hui de pouvoir prendre EasyJet moins cher qu'Air France? On a eu le même débat lors de l'ouverture des Angleterre, ils ne sont pas très contents de la privatisation. J'y viens en Angleterre, si vous voulez. J'y viens à l'Angleterre. On a eu le même débat lors de l'ouverture des télécommunications. Est-ce que les gens se plaignent aujourd'hui d'être sur Orange et pas sur France Télécom et de pouvoir utiliser Free? Non, à partir du moment où ces marchés sont régulés. Et moi, je pense que l'intérêt général, c'est d'abord de pouvoir conduire les usagers d'un point A à un point B, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du fait de cette grève. Mais surtout, c'est d'assurer l'infrastructure. Le rail, c'est normal que l'État garde la main sur le rail, Sophie. Et de s'assurer que les gens puissent se déplacer. Ensuite, c'est pas en privatisant qu'on arrivera à faire ce que Quel sera le rôle de l'État actionnaire? C'est ça. Sophie Fay, finalement, le gouvernement fait-il preuve d'assez de pédagogie dans cette réforme? Alors pas du tout, parce qu'au début de la réforme, on la comprenait à peu près. Il y a eu le rapport Spinetta, on nous a expliqué qu'il y avait des coûts supérieur à la SNCF chez ses concurrents, qu'il y avait des difficultés à maintenir les petites lignes si on n'arrivait pas à avoir une meilleure organisation. Et puis tout à coup, on n'a plus parlé des petites lignes. Au départ, au début de la réforme, ils expliquaient bien que les petites lignes, il fallait bien que quelqu'un les paye. Donc c'était soit les contribuables locaux, régionaux, soit l'État. Et que donc, plus ça coûtait cher, plus elles étaient difficiles à maintenir. Puis alors cet argument-là a complètement disparu, puisque il y a eu ce débat sur les 80 km/h, la limitation de vitesse, le débat entre les territoires ruraux et les métropole, et que donc il fallait plus gêner les élus ou surtout bousculer les électeurs de ces zones-là. Donc c'est quoi, du cafouillage? Donc, du coup, et alors, petit à petit, plus on avance dans la réforme, plus on entend des salariés de la SNCF qui sont en souffrance, qui subissent des réformes successives. Donc, en 2014, on a séparé les différents établissements, SNCF Réseau, le réseau, les trains, les gares. Et puis alors maintenant, on les remet ensemble, on change les statuts, c'est pas clair sur la dette, on change l'organisation interne. Donc on comprend bien qu'il y a une entreprise en souffrance dans son organisation et un gouvernement qui ne dit pas ce qu'il va faire, qui n'est pas clair ni sur la dette, qui n'est pas clair sur les buts de la réforme. Il a dit d'ailleurs, le Premier ministre, dans ce qu'on vient d'écouter, il a dit le but c'est l'ouverture à la concurrence et la fin de l'automaticité du statut. J'ai jamais rien entendu de plus clair. C'est très honnête d'ailleurs. C'est la privatisation. Mais il n'assume pas. Alors il dit que c'est pas la privatisation. C'est ce qu'ils disent. Mais bien sûr qu'on sait très bien que... Alors, attendez, la SNCF... Pour faire avancer le débat, parlons de cette question de la dette, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et manifestement la dette est un peu au cœur des négociations. Et vous, justement, la CGT, vous voulez qu'il y ait un règlement de cette question de la dette. Alors comment? Vous voulez que l'État reprenne la dette? C'est ça en fait votre l'État doit investir dans le transport à partir du moment où on considère que le transport, ça répond à des besoins des usagers, de citoyens, que ça répond à de l'intérêt général. Bien évidemment qu'il doit y avoir un engagement de l'État et c'est bien le désengagement de l'État qui a créé la dette que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'État doit reprendre la dette, pour être clair ou pas? Il doit s'engager et investir dans les transports, dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt d'un aménagement de territoire qui soit équitable, c'est-à-dire que vous soyez dans une grande ville ou dans une petite ville, il faut que vous puissiez avoir accès au transport de la même manière. Donc ça reste doit public, rester donc un service public. Ça reste public, tout à fait. Et ça reprend la dette. Et on en est à 45 milliards d'euros de dette. Bien évidemment, il faut arrêter le désengagement de l'État qui s'est un petit peu engagé avec la SNCF essentiellement sur les grandes lignes, sur les TGV, mais je pense qu'il y a aussi les petites lignes, et c'est ce qu'a dit madame, et elle a raison, quand on nous dit non, il n'y aura pas de fermeture de petites lignes, bien évidemment que si. À partir du moment où elles ne seront pas rentables, une société privée, elle n'en a rien à faire finalement que ça serve à des personnes qui doivent aller travailler. Il peut y avoir une mission. Elle voudra de la rentabilité. Ce n'est plus un service public. Si on ouvre aux sociétés privées, ce ne sera plus un service. Gaspard Koenig, à partir de là, sur l'histoire de la dette, 45 milliards d'euros de dette, ça ferait 2 points de PIB en plus pour le déficit public de l'État si l'État reprend cette dette. Donc est-ce que c'est faisable, Gaspard Koenig? D'abord, je ne connais pas bien ces mécanismes-là. Simplement, j'ai le sentiment que de toute façon, c'est une dette publique. Simplement, elle n'est pas consolidée. Vous me corrigerez peut-être dans ce qui est aujourd'hui présenté comme la dette publique, notamment selon les critères de Maastricht. Donc c'est quand même des jeux d'écriture de savoir qui reprend cette dette, puisque de toute façon, pour le moment, c'est une dette
publique. Et je pense que les taux d'intérêt sont légèrement plus chers sont légèrement plus élevés quand c'est simplement la dette d'une entreprise. Et je pense que ce que ça montre, surtout le fait qu'il y ait cette dette, c'est que l'État ne sait pas gérer, et ce n'est pas son rôle, l'État ne sait pas gérer les entreprises. L'État sait réguler les entreprises qui, elles, fonctionnent. Alors on parle d'engagement financier. C'est très bien s'engager financièrement. L'État peut s'engager financièrement. S'il faut des petites lignes, et s'il faut assumer le fait qu'on va avoir des lignes déficitaires, à ce moment-là, je trouve ça beaucoup plus sain que ce soit le contribuable local qui paye cette ligne en assumant le fait qu'il donne une subvention, plutôt que d'autoriser une entreprise publique à s'endetter. Vous voyez, c'est deux logiques différentes. Sophie c'est la logique de la concession. On n'est plus sur un service public, en effet. Si, on est sur le service du public. Est-ce qu'on peut être justement dans une logique de... Est-ce que le placard, c'est un service public? Moi, je pense que le transport doit vraiment rester... Ça rend service aux gens. C'est ça la définition. Oui, donc on peut avoir un service public avec une part de public, une part de privé, Sophie Fay. Oui, tout à fait. Si c'est une concession, de toute façon, le délégataire de la concession fixe les règles. Et peut même parfois limiter le taux de profit du concessionnaire et fixe les règles du service qui doit être rendu, du nombre de trains, de la manière dont les gens voyagent. Sur la dette, la dispute aujourd'hui, le problème c'est que Emmanuel Macron avait bien dit statut contre dette. Quand il a parlé aux cheminots en juillet. Et puis, il n'a pas donné suite et ils sont bien embêtés à Bercy parce qu'ils ne savent pas comment faire le montage. Et la question, c'est qui paye la dette? Qui paye les intérêts de la dette et qui paye le remboursement de la dette? Et comment on fait le partage entre l'État et les efforts de productivité qu'on demande à la SNCF pour pouvoir assumer une partie de cette charge? Parce que la dette, qu'est-ce qui était censé rémunérer cette dette? C'est le coût des péages que les trains payent pour utiliser les rails. Et donc, sauf qu'il est insuffisant, manifestement. Enfin, en tout cas, elle est insoutenable, cette dette. Si la SNCF gagne plus d'argent, on peut augmenter le taux des péages. Donc, toute la négociation, elle est sur qui va porter la charge, qui va faire l'effort de productivité. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour les salariés de la SNCF. Céline Verzelletti, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens tout de même aujourd'hui pour l'État de récupérer à la fois 45 milliards de dettes, plus de financer l'ensemble du transport, du réseau, du rail. Ce sont des choix politiques. On décide aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui décide de ne pas investir dans les services publics. C'est un problème et c'est bien un choix politique. Ce n'est pas une obligation. Il ne veut pas investir dans les services publics. Il ne veut pas investir dans l'avenir. Il ne veut pas investir... En tout cas, vous poursuivez. Ça, vous poursuivez cette grève. C'est très mauvais et que c'est pas comme ça qu'on va sortir la France de la crise financière. Ça, c'est une première chose. Vous continuez la grève, en tout cas. Bien évidemment qu'on va continuer la grève. Et nous, on aimerait quand même être un petit peu respectés. Parce que je sais bien que ce gouvernement ne veut pas entendre les salariés. Il pense qu'on n'est pas concernés. Il ne veut pas entendre non plus les usagers et ne veut pas non plus entendre les parlementaires puisque c'est via les ordonnances. Donc c'est quand même un gouvernement qui ne veut aucun débat. Merci beaucoup en tout cas d'en débattre avec nous aujourd'hui et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve juste après le journal.